Vous pensez qu'il faut quitter votre job pour devenir riche et atteindre un patrimoine à 7 chiffres? Le million, c'est du bullshit. Et je vais vous montrer dans cet épisode comment construire une fortune colossale pour être le plus riche de toute votre lignée peut-être. Et même avec un patron, le fait d'avoir un patron, même si le podcast s'appelle Bye Bye Patron, ça ne va pas vous empêcher. Ça pourrait être plutôt Bye Bye Patron. Je suis pas sûr, mais bonjour. Le million, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'épisode. Nous sommes en 2025, vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier, la liberté et des gros billets. Et donc aujourd'hui, on va voir comment atteindre le million d'euros de patrimoine même en étant salarié. Parce que j'avais déjà fait un épisode il y a longtemps, le bonheur est dans la rat race. Il y a beaucoup d'avantages quand même à être salarié et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ou alors petit entrepreneur à son compte. Et on va voir comment atteindre le million d'euros de patrimoine en étant salarié et avec tous les avantages qu'on a quand on est salarié. Avant de démarrer, merci pour les écoutes du podcast avec Sam. Donc, on a fait un épisode sur la crypto. Sam, il a expliqué comment il a fait x1000 sur une crypto. Comment générer 14% sur des stablecoins, donc sur des cryptos dont le cours ne varie pas, 14% d'intérêt, ce qu'il est possible d'avoir en ce moment. Et là, c'est un peu du bullshit. Et d'ailleurs, on aura fait un live sur le sujet. Donald Trump, il y a son investiture qui aura eu lieu 2 jours avant l'apparition de ce podcast, et il a créé un meme coin. Voilà, on l'a analysé, etc., pour montrer, ça, c'est pas forcément les projets sur lesquels on va, mais en tout cas, l'épisode, il a super bien fonctionné. Et si vous voulez en savoir plus sur la crypto, on a fait une formation. Elle est vraiment à un prix défiant toute concurrence, un prix de lancement jusqu'au 29 janvier. Alors forcément, on va voir dans le podcast, d'ailleurs, on me dit toujours, mais Thibaut, toi, tes formations, elles sont pas chères. Comment ça se fait? En plus, tu as l'Académie des gros billets, dans lesquels les gens, ils ont accès à des milliers de contenus, enfin, plutôt des dizaines et des dizaines de contenus. Tout simplement, on va le voir, c'est parce que tout ce qui est autour du podcast, c'est pas ma source de revenus, ni principale, ni secondaire, ni tertiaire. Mais voilà, déjà, ça paye tous les frais autour du podcast, notamment aussi les rencontres que je peux faire avec plein d'entre vous. Et surtout, si en fait, ce qu'on donne gratuitement, ça n'a pas de valeur. Donc, si jamais je donnais tout ça, tout ce contenu gratuitement, je sais très bien, surtout là sur la crypto, les gens ils s'accrocheraient pas, ils passeraient pas à l'action. Alors que là, j'ai des dizaines et des dizaines même des centaines d'avis 5 étoiles, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Trustpilot avec Michel ou avec les membres de l'Académie des gros billets. Vous avez tous les renseignements sur grosbillets.com. Donc, profitez de la formation. Vous avez toujours une garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez juste un email. Thibaut, je suis pas satisfait de la formation. Vous avez 14 jours, je vous rembourse intégralement. Donc voilà. Et par contre, pour les avis, merci à ceux qui m'ont laissé des avis 5 étoiles sur Apple Podcast. J'en avais parlé que j'ai moins de un avis toutes les 3000 écoutes. Et donc là, j'ai eu 3 avis de Nico, AD74 et Clément Bordeaux que j'avais eu sur le podcast. Donc, très bon podcast, idéal pour développer ses investissements immobiliers boursiers, financiers. Thibaut est quelqu'un d'extrêmement agréable à écouter, de concis, que du positif. Et c'est ce qu'on va voir encore dans ce podcast. Après, AD a dit continue comme ça, toujours une bonne dose de motive. Le dernier épisode est juste énorme. Quelle résilience! Et Clément Bordeaux, merci Thibaut pour le partage de valeur, la diversification des invités. Toujours intéressant d'avoir les retours d'expérience et les astuces, que ce soit pour gérer les galères en IMO ou pour continuer à avoir de gros billets. Donc, merci à vous. Et donc, on attaque avec ce podcast sur le guide anti-bullshit quand on est millionnaire salarié. Enfin, le but pour être salarié millionnaire. On attaque tout de suite. Et donc, je vous ai fait un plan, je crois que c'est un plan en 6 étapes sur comment devenir millionnaire en étant salarié. Et puis, je vais vous donner le plus d'exemples possible des actions que moi, j'ai pu entreprendre qui m'ont vraiment dirigé vers un patrimoine. Maintenant, vous le savez sûrement si vous écoutez, j'ai des dizaines de lots, j'ai encore signé 3 appartements la semaine dernière. Voilà, on a des revenus qui tombent tout le temps, on a ça fait un petit moment qu'on a dépassé les 5 chiffres de loyer qui tombent tous les mois, plus la bourse, la valeur de plusieurs appartements, la crypto, etc. On va voir tout ça ensemble. Et donc, le plan en 6 étapes, je vous l'indique dès le début. Donc, ça va être fondation en béton, optimiser votre plus gros actif, votre carrière, l'immobilier, votre arme secrète, la bourse, l'investissement intelligent, la crypto, le pari avec un spéculatif avec un potentiel énorme, et enfin le side business.
Donc on est parti. Le premier hack que j'ai à vous donner, donc le première étape pour avoir justement un patrimoine à 7 chiffres, eh ben ça va être tout simplement de construire des fondations anti-crise, avoir de l'épargne stratégique. Donc peu importe l'activité que vous avez, si vous écoutez ce podcast, vous avez sûrement déjà une activité. Alors que ce soit le podcast, il va s'appliquer à tout le monde, mais principalement aux personnes qui sont en CDI, aux personnes qui sont fonctionnaires, ou alors celles qui ont des revenus stables. C'est vraiment, pour vous, si vous avez déjà des dizaines de salariés, vous avez d'autres préoccupations, je pense. Mais dans tous les cas, peu importe quelle que soit votre activité, bah, la base de la base, c'est d'avoir, ce qu'on appelle peut-être un fonds d'urgence, anti-crise. Donc c'est vraiment le parachute si vous vous retrouvez, dans la mouise. Donc ça, c'est pas une option, c'est vraiment une nécessité. Le but, ça va être il va y avoir beaucoup de buts à ça. Déjà, ça va vous permettre de dormir tranquillement et ça, c'est quand même le plus important parce que c'est en dormant bien qu'on a le cerveau qui fonctionne le plus vite, qu'on peut faire, le plus, prendre les bons choix et ben, voilà, quand on a une épargne de précaution, on peut également, faire face aux aléas de la vie. Ça peut être, une voiture qui tombe en panne, ça peut être aller voir un proche, qui est malade, ça peut être aller, pour se faire plaisir, rendre visite à un ami qui est quelques mois, peut-être à Bali, à La Réunion ou que sais-je. Ça peut être aussi, si vous vous séparez, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent, les séparations et bah, quand on se sépare, après on sait tout de suite que ça coûte cher si notamment on quitte son domicile. Il faut reprendre un appartement, payer la caution, payer éventuellement les frais d'agence, les meubles, et cetera. Alors la grosse erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils parlent en fait, d'avoir une épargne de précaution. C'est quelque chose que j'ai jamais trop compris en mois de dépenses. Par exemple, 3 mois de dépenses, 6 mois, de dépenses. Donc c'est vraiment quelque chose, que je comprends pas trop parce qu'en fait, quand on a des imprévus, bah, typiquement, c'est pas en fait dans son rythme de vie. C'est pas quelque chose d'un coup, oh là là, mes courses, elles coûtent 2 fois plus cher. C'est peut-être un concept qui a été piqué aux Américains qui, eux, je pense, ont beaucoup moins d'assurance chômage. Mais nous, en France, c'est pas vraiment le genre, ou en Europe, c'est pas le genre d'imprévu qui nous tombe dessus. C'est pas, ah ben tiens, je peux pas payer mon loyer ou que sais-je. C'est vraiment un imprévu, qui tombe comme ça de façon brutale, une dépense qui est, en dehors du cadre et donc pour moi, c'est plutôt, une somme qu'il faudrait avoir. Moi, je dirais qu'il faudrait, 10 000 €. Avec 10 000 €, on peut, quand même faire face à pas mal d'imprévus déjà avec 5 000. Donc bah, si par exemple vous vous séparez, ça peut, voilà, je sais pas, trouver un appartement, des meubles, 4 000 5 000 €, ça peut arriver. Si vous avez un appartement, qui vous est ruiné comme moi ça m'est arrivé récemment, bah, ça coûte à peu près 10 000 € de le refaire. Si vous avez, votre voiture qui vous lâche, ben, pour 10 000 €, vous pouvez en trouver une autre. Donc je pense que 10 000 €, c'est un bon objectif à avoir. Alors peut-être pas la première année où on commence à travailler. Là, il faudrait viser les 3, 4, 5 000 et ensuite, à avoir 10 000. Je pense que c'est vraiment un bon montant. Mais en tout cas, ne pas commencer à parler en mois de dépenses, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Et ouais, je pense que les gens qui parlent comme ça, c'est juste qu'ils se sont pas, vraiment posé la question. Donc ça, pour avoir, bah, ces fonds nécessaires, bah, je vous le donne en mille, il faut dépenser, moins que ce qu'on gagne. Donc au début, quitte à habiter, surtout si on commence sa carrière, quitte à habiter dans un logement un peu moins cher, voilà, peut-être ne pas avoir de voiture au début, ne peut-être pas, voilà, faire des vacances qui sont trop chères. Le point aussi qu'il faut regarder, c'est aussi la fréquence. Même si vous n'allez pas dans des hôtels de luxe, si un week-end sur 2 vous êtes, en vadrouille, comme c'est mon cas, le plus souvent, bah, je vois bien le budget que c'est, hein. C'est, je sais pas, entre 10 et 20 000 €, que j'ai de frais de déplacement comme ça par an. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre au départ. Donc voilà, couper au maximum, au moins jusqu'à avoir, ces, 5 000 € ou 10 000 €. Moi, cet argent, ça va être de l'argent qui doit être hyper vite, actionnable. Donc, je l'ai par exemple, j'ai, un livret A. Voilà, il y a pas du tout de mal à avoir un livret A. Il est rémunéré à 3 encore à l'heure actuelle. Là, ça va baisser à 3 net, d'impôts et franchement, il y a pas beaucoup de on va le voir après, on peut faire beaucoup mieux avec la bourse et l'immobilier. Mais 3 net d'impôt pour, un quelque chose sans risque, si on habite en France, bah, ça fait quasiment du 5 brut. Bah, il y a peu de placements, qui sont comme ça aussi rapidement disponibles et qui proposent, du 5 brut. Donc ça, 1er point pour atteindre le million, bah, déjà avoir, ses fondations, anti-crise, l'épargne stratégique. Donc,
Pour moi, c'est 10 000 €. Faites vos propres calculs en fonction de peut-être vous allez trouver que c'est plus ou que c'est moins, mais ne vous basez pas sur votre train de vie, actuel, plutôt, voilà, sur les événements de la vie qui pourraient vous arriver. Donc allez voir, un proche qui peut être malade, allez, rendre visite à un ami pour, plutôt le kiff, à l'autre bout du monde s'il est pas longtemps là-bas. Ça peut être aussi, si on a un enfant, hein, ça coûte aussi, il faut la poussette et cetera, et n'oubliez pas d'essayer de gratter un peu chez les grands-parents et tous les gens qui vous poussaient à avoir des petits-enfants, ou à avoir un enfant, gratter des cadeaux, ça peut valoir le coup. Plus la voiture et cetera, on peut trouver aussi une voiture fiable à, je sais pas, à 5 000 €, j'en ai eu plusieurs. Mais voilà, entre 5 et 10 000 €, pour moi, c'est le bon montant. Peu importe un peu ses revenus. Après, quand on a son patrimoine immobilier qui grossit, là, j'en ai déjà parlé dans les épisodes de podcast. Pour moi, il faut que ce fonds, il monte à 50 000 € à peu près. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Déjà, vous serez déjà probablement au million d'euros de patrimoine. En tout cas, de patrimoine brut quand vous aurez besoin de ces 50 000 €. Donc moi, c'est toujours de l'argent que j'ai toujours de l'argent de côté pour faire face à ça. Et ça peut être aussi, si on a une bonne opportunité IMO qui nous tombe dessus, avoir ces fonds, peut-être acheter même un petit bien sans conditions suspensives. Ça peut vraiment vous changer la vie. Ensuite, il a bien fallu choisir, mettre dans l'ordre. La partie 2, j'aurais pu la mettre avec la partie avant, après la partie 3. La partie 3, ce sera bien évidemment l'immobilier. Moi, la partie 2 que je vous conseille, c'est maximiser vos revenus. En fait, tout simplement, votre plus gros actif quand vous êtes salarié, ça va être vos revenus. Et là, je pense que assez rapidement, autant pour le fonds d'épargne de précaution, il faut dépenser moins que ce qu'on gagne, autant, pour, vos revenus, là, il va falloir essayer d'augmenter au maximum, ces revenus. C'est votre principal outil de départ. Vraiment, vous pouvez mettre, un peu d'énergie là-dessus et essayer alors soit de vous former à quelque chose, mais tout simplement, en fait, changer d'employeur. Enfin, en tout cas, moi, c'est, ce qui m'est arrivé il y a plus que 10 ans maintenant. Donc, j'avais commencé ma carrière, j'étais auditeur financier, j'en ai déjà parlé quelques fois et ensuite j'ai exercé une autre activité qui était un peu dans le même domaine et là, je me suis retrouvé à non seulement, travailler, beaucoup moins parce que quand j'étais auditeur, je travaillais entre 60 et 70 heures par semaine et mes revenus, ils ont été, multipliés par 2. Donc c'est là que ça a vraiment, que tout a accéléré et tout ça juste, en fait, en postulant et en changeant, d'employeur et avec, voilà, c'était un métier qui était un peu différent, de ce que je faisais en tant qu'auditeur financier, mais c'était pas très différent. Je m'étais un tout petit peu formé, sur certaines spécificités parce que je voyais bien quand j'étais auditeur, j'étais, généraliste et je m'étais dit: On va pas me payer très cher pour être, juste généraliste». Donc ensuite, j'ai encore, fait, pas mal de formation, notamment, sur tout ce qui est les marchés financiers. J'en parle de temps en temps. Voilà, je me suis formé notamment avec une université aux États-Unis sur toutes les valorisations d'entreprises et cetera. Mais en tout cas, mes revenus ont du jour au lendemain, ils ont doublé et mon temps de travail, il a fait à peu près fois 2 tiers. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas, lésiner. C'est beaucoup plus simple d'augmenter ses revenus en changeant d'employeur qu'en qu'en essayant de gratter des augmentations. Donc maintenant que vous avez en fait votre, fonds de sécurité ça peut être vraiment une bonne opportunité d'essayer de changer d'employeur. Donc déjà, vous pouvez avoir vos revenus, qui vont monter donc hésitez pas à vraiment, négocier le plus possible, hein. Donc après quand on a une petite carrière d'investisseur immobilier, on est habitué à négocier. C'est vraiment le moment où il faut négocier. Récemment, j'ai aidé quelqu'un, un de mes proches à négocier 25% de son salaire en plus. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'elle avait, elle, en plus des revenus, déjà des revenus passifs et le fonds d'épargne nécessaire. Et donc, on a pu dire à la proposition, non, nous, on vient pas pour, elle vient pas pour autant. Elle veut 25% de plus et on a réussi à négocier 25% de plus. Vous voyez, imaginez le temps qu'il faut au mérite pour prendre 25%. À mon avis, dans la plupart des sociétés, les gens ne savent pas combien vous gagnez. En fait, votre supérieur direct, si vous êtes dans une grande société, il sait même pas combien vous gagnez. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut négocier avec les ressources humaines. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur des études, hein. Il y a des fournisseurs d'études sur les salaires. Donc, je vous renvoie vers celles-là. Donc, celles qui sont connues, c'est en fait, c'est des sociétés de recrutement, par exemple Michael Page ou AIS s'appelle
Hays. Il y en a d'autres, hein, Robert Walters aussi. Donc, ça dépend un peu de vos secteurs d'activité et des pays dans lesquels vous travaillez. Mais il y a des études sur les salaires qui existent. Donc, vous pouvez vous baser là-dessus et puis demander la fourchette haute. Il y a beaucoup de sociétés qui ont du mal à recruter. Et donc, surtout quand vous êtes tant que vous êtes salarié, chez un employeur, vous avez, tout le temps pour négocier un bon salaire et sinon, vous, n'y allez pas. Donc essayez aussi toujours, de voir ce que vous pouvez offrir, quitte à vous former un peu. Maintenant, on peut se former, pour, à moindre frais, donc soit, gratuitement ou soit avec, des formations, comme je peux en avoir ou d'autres, hein. Le coût, il est marginal par rapport aux augmentations de salaire de plusieurs, milliers ou dizaines de milliers d'euros annuels qu'on peut, gratter comme ça. Donc voilà, faut pas avoir peur de négocier son salaire. Allez voir, donc comme je vous ai dit, les études de Michael Page, de Hayes ou de Robert Walters sur les salaires. Ou alors, même si vous savez pas quoi faire de votre vie, pourquoi pas aller voir d'abord ce qui paye le mieux et ensuite vous former dans ce secteur pour avoir justement plus de revenus. Un autre point, que vous pouvez négocier, que je vous recommande surtout, en France, là où on sait que c'est un peu limité, en termes de salaire, on sait qu'il y a pas toujours, des marges énormes parce que les sociétés, malheureusement, toute la fiscalité, elles ont pas des marges énormes, mais on peut négocier d'autres avantages. Donc ça peut être du télétravail, on va le voir, ça peut être hyper utile d'avoir du télétravail, notamment, pour gérer, ses investissements. On peut aussi avoir des formations qui vont être, prises en charge par la société, qui vous permettront ensuite de renégocier d'autres postes. On peut avoir, bon, après des trucs qui sont toujours bons à prendre, mais des tickets resto, je sais pas, une mutuelle, une voiture, des choses comme ça. Donc, regardez un peu tout ce que vous pouvez négocier et rien n'empêche de négocier à la fois votre salaire et du télétravail, par exemple, ou après les tickets resto, les mutuelles, ça c'est plutôt à l'échelle de la société. Mais ça peut être vraiment ça peut vraiment vous changer la vie et moi, ça fait, plus que 10 ans que j'investis dans l'immobilier et vous voyez, je vous ai dit, j'ai changé là, de statut à ce moment-là, il y a 11 ou 12 ans, je crois et c'est là où, mes revenus ont énormément augmenté et où j'ai pu, commencer ma carrière d'investisseur immobilier et d'investisseur boursier, d'ailleurs, en même temps. Donc, ce que vous pouvez faire, donc comme je vous l'ai dit, changer d'employeur, vous former, négocier, des meilleures conditions de travail et ensuite, vous pouvez, développer des compétences, qu'on pourrait appeler high income. En fait, vraiment, regarder des compétences qui sont très demandées sur le marché du travail et investir, dans sa formation. Donc soit vous vous formez vous-même, soit carrément vous pouvez, si c'est un domaine proche de votre, métier actuel, vous pouvez carrément, vous former, par le biais de, l'entreprise. Parfois, on a des petites clauses de dédit formation, mais ça peut vraiment vous changer la vie et vraiment, il faut avoir c'est le mindset, en fait, qu'il faut avoir, c'est augmenter, ses revenus, régulièrement, quitte à changer de société. Donc voilà. Maintenant que vous avez fait ça, vous avez boosté vos revenus, vous avez, votre épargne de précaution et il est temps, qu'avec cet argent, on puisse l'investir et qu'on puisse, justement, qu'il puisse faire des petits objectifs 1 million. Ça y est, vous avez votre épargne de précaution, vous avez, des revenus, qui sont stables. Alors si vous avez réussi à les faire augmenter, je sais que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais, ça peut, vraiment être, un plus. On le sait, on parle souvent des taux d'endettement. Alors, j'ai fait plusieurs épisodes et vous pouvez même télécharger sur mon site le guide du financement illimité. Mais avoir des gros revenus, c'est quand même ce qui vous permet de pouvoir vous endetter au maximum. Donc, en tout cas, immobilier, on en arrive, bien sûr. C'est le levier indécent pour devenir riche. La bourse, c'est bien, on va le voir après. Mais l'immobilier, c'est vraiment là, surtout si on part de zéro, comme ça a été mon cas et comme je vous le souhaite pas, mais c'est très probablement votre cas. Si partir de zéro, ça a beaucoup d'avantages. Au moins, on doit rien à personne et on a trouvé nous-mêmes les solutions. Donc, si vous partez de zéro ou même si vous partez de plus loin, investir dans l'immobilier. Donc, comment est-ce que je ferais si vous le savez pas, avec Michel, mon associé, ça fait plus que 3 ans qu'on accompagne des investisseurs. On en a accompagné des dizaines. Et ils ont tous trouvé des biens rentables. Donc, on est à largement plus de 5 millions d'euros d'achats. Donc, vraiment, on a une bonne vision, hein, sur les débuts de l'investissement immobilier. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez prendre un appel gratuit avec nous. Vous allez sur clubinvest.fr, sinon vous m'écrivez Instagram, Telegram, un mail, info@bybypatron.net. Vous savez comment faire.
Et donc l'immobilier, c'est vraiment le domaine que je maîtrise le mieux. Donc là, ce que je vous recommande de faire, c'est ce que je recommande à tout le monde, c'est de commencer petit. Pourquoi? Bah, vous avez peut-être entendu l'épisode il y a 2 semaines avec Christelle, ou celui avec Alexia de Story Travaux, ou celui avec Pink Fear. Les immeubles, elles ont perdu à des centaines de milliers d'euros. Elles se sont vraiment retrouvées dans des situations qui sont très délicates, très difficiles. Elles ont dû faire preuve de beaucoup de résilience pour faire face à ça, et elles sont encore parfois dedans. Donc l'immeuble, en tout cas pour moi, c'est à bannir de votre premier achat immobilier, à moins que vous maîtrisiez très très bien les travaux. Peut-être que c'est votre domaine. Mais en tout cas, il faut commencer petit. Moi, donc j'avais fait plusieurs investissements à l'étranger, mais le premier appartement que j'ai acheté en France, je l'ai acheté 23 000 euros. Je l'ai encore, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je rembourse 86 euros par mois et je l'exploite en location courte durée à peu près 1000 euros de chiffre d'affaires hors ménage. Depuis. Donc, vous voyez un peu, carrément, ça peut représenter facilement 50% d'un salaire avec 23 000 euros. Alors, pour rien vous cacher, j'ai fait des travaux. Il y a eu les frais de notaire. En tout, il m'a coûté peut-être 35 000 euros. Je dis pas que c'est quelque chose de simple, sinon j'en aurais 100, mais si je l'ai trouvé. Cette année encore, j'ai acheté un bien à 57 000 euros que j'exploite en location courte durée. Et bah, on a fait à peu près entre 800 et 1000 euros par mois également avec ce bien depuis le début. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait réalisables. Et là, j'ai encore acheté d'autres biens à 100 000 euros, par exemple un à 110 000 euros. Je pense que je vais louer aux alentours de 800 ou 850 euros hors charge. Donc tout ça, c'est en tout cas pour moi, sur les premiers achats, il faut rester en dessous des 100 000 euros. Le problème de l'immeuble aussi, c'est que vous allez vous exposer à beaucoup de risques, mais aussi vous allez avoir beaucoup de travaux. Et le temps que vous passez à faire ces travaux, vous ne le passez pas à chercher d'autres biens ou à augmenter vos revenus via d'autres moyens. Donc pour vous dire, là, j'ai acheté 5 biens l'an dernier. Je pense qu'en tout et pour tout, les acquisitions, tout mis bout à bout, ça m'a peut-être pris une centaine d'heures, je dirais. Voilà, travaux, tout ça compris, 100 heures pour 5 biens. Il y a des personnes dans les immeubles, ils sont là pendant, et encore, je parle avec tout, hein, les visites, les dossiers bancaires, meubler les appartements, mettre en place les annonces, etc. Il y a des biens qui me prennent en tout et pour tout, je sais pas, moins de 10 heures. Alors qu'un immeuble, eh ben, vous allez devoir y aller plein de fois, vous allez passer, ça peut vite aller à 500, 600 heures, sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà. Et moi je loue très rapidement. Le but, si vous commencez, bah, vous n'avez pas forcément beaucoup d'épargne. Vous allez peut-être négocier un différé d'emprunt, mais malgré tout, vous allez payer. Généralement, c'est des différés partiels qu'on peut avoir. Et donc les différés partiels, qui dit différé partiel, dit qu'on paye les emprunts. Et en ce moment, les emprunts, ça coûte à peu près la moitié, mais un tout petit peu moins que la moitié de la mensualité. Donc, ça fait quand même des sommes à sortir. Donc, les immeubles, moi en tout cas, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Je déconseille et encore maintenant, j'ai un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros. J'ai toujours pas d'immeuble et ça me va très bien. Et les épisodes que j'ai pu faire avec les pauvres Alexia, Émilie et Christelle n'ont fait que me le confirmer. Après, chacun sa stratégie. Ensuite, une autre stratégie, bien sûr, je vais faire pas mal de liens avec les formations que je propose. Pourquoi? Parce que je sais que ça marche et parce que je le fais tout simplement. Donc maintenant, en tout cas, là, l'immobilier que j'ai, c'est des remboursements à 5 chiffres hein, chaque mois. Donc c'est plutôt une sacrée épargne, hein. Il y a peu de gens qui arrivent à mettre ça de côté. Même, je pense, quand on est anesthésiste ou quoi, on a vite tendance à radiologue, à tout claquer ou avocat d'affaires. J'en connais, ou même des notaires, etc., qui ont tout claqué. Là, au moins, c'est de l'argent auquel on touche pas, qui fait grossir son patrimoine de façon exponentielle. Après, donc, l'autre conseil que j'aurais, c'est si vous habitez dans une ville qui est pas trop chère. Donc, moi, je dirais qu'il faut que ça coûte moins de 4 000 euros le mètre carré, plutôt même moins de 3 000. Acheter sa résidence principale, ça peut être vraiment un bon investissement. Et surtout, en fait, pas trop grand, mais si possible, avec au moins 2 chambres ou une annexe. Ou si vous êtes en couple, vous pouvez acheter également une maison avec une petite annexe et louer cette annexe. Donc j'ai déjà eu Nils sur le podcast. Lui, il loue une partie de ça. On a fait aussi un épisode de podcast privé sur le mouvement Fire avec Nils.
Eh ben, il loue une partie de sa résidence principale qui doit représenter peut-être 10% entre 10 et 20% de la superficie, et ça lui paye, je crois, les deux tiers de son crédit. Euh, Moi, j'ai une formation sur le sujet. Habiter gratuitement dans sa résidence principale, en 6 mois, j'avais fait plus de 10 000 € en louant ma résidence principale seulement quand j'étais pas là, ou quasiment que quand j'étais pas là. Ça m'a permis de continuer à m'endetter et à lever des fonds. Donc vraiment, c'est un super bon hack, c'est le moyen le plus simple de gagner de l'argent encore aujourd'hui, louer en courte durée une partie de sa résidence principale, ou tout simplement, si vous avez une compagne qui habite pas dans le même appartement que vous, bah, quand vous allez chez elle, vous louez, ou si vous aimez partir en week-end chez vos parents, vous louez, et tout ça, ça fait vraiment exploser. C'est en plus vu qu'on habite sur place, on peut très facilement optimiser tout ce qui est justement location courte durée, avoir des services qui sont pas forcément disponibles dans des locations courte durée qui seraient dédiées à ça. Donc voilà, vous pouvez très facilement avec l'immobilier, bah, c'est vraiment le levier le plus puissant, et c'est l'étape d'après. Donc après avoir constitué son épargne de précaution, on peut aussi se servir d'une partie de cette épargne de précaution pour investir, bien sûr, mais gardez-en toujours sous le pied, parce qu'il peut vous arriver beaucoup de choses, soit des travaux, soit un locataire qui casse tout, soit une autre super opportunité dans laquelle il faut que vous fonciez, et puis malheureusement vous avez plus les fonds. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'immobilier. Si jamais vous voulez investir dans vos premiers biens rentables, ben, prenez contact avec nous. Un appel gratuit, on peut voir comment on peut vous aider. Et bien sûr, après, les autres leviers qu'il y a dans l'immobilier, c'est qu'on peut revendre. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu enchaîner les opérations. Donc, au bout d'un moment, les biens, ils se remboursent. Vous récupérez du capital le jour où vous revendez. Et surtout, si l'immobilier s'est apprécié dans votre région. Alors, clairement, moi, je dis toujours qu'on n'en sait rien, hein, à quel point l'immobilier va s'apprécier ou non. Mais ce qui est sûr, enfin, ce qui est en tout cas le plus évident, c'est qu'une baisse des taux fait monter l'immobilier. Donc là, on est plutôt en période de baisse des taux, et du coup, l'immobilier monte. On a déjà commencé à le voir, hein, dans certaines villes. Moi, j'ai fait quelques visites dans des grosses villes. On voit l'immobilier, il est reparti quand même en partie à la hausse. En tout cas, il y a plus de concurrence qu'il y a 6 mois. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté notamment 3 biens. Je pense que c'est encore le bon moment. Et en tout cas, tous les biens qu'on détient, si les taux baissent, les prix montent, et là, c'est le moment d'arbitrer. Moi, j'ai eu 2 biens sur lesquels j'ai pris plusieurs centaines de milliers d'euros assez rapidement à la revente. Voilà, ça a été d'un côté une part de chance que le marché explose à ce moment-là, une part de j'ai super bien acheté, j'ai su être là au bon moment, et une part de en fait, faut être investi. Voilà, c'est toujours simple de se dire ah bah si j'avais acheté là et revendu là, j'aurais pris tant. Bah, et encore faut-il être investi, il faut prendre le risque d'aller acheter des biens, c'est quand même toujours risqué. Le levier, et ça peut être un formidable levier d'enrichissement, mais bien sûr aussi un formidable levier d'appauvrissement si vous avez des gros emprunts et que vous n'avez pas de locataires en face. Donc l'immobilier, on le sait, hein, la plupart des millionnaires le sont devenus grâce à l'immobilier. Si vous regardez autour de vous, les personnes qui ont des gros patrimoines, très très souvent, elles l'ont fait grâce à l'immobilier. Euh, Ça a toujours été, en fait, via l'effet de levier qui est possible, notamment en Europe et en France en particulier. Bah, c'est un formidable levier d'enrichissement. On met 10 000 €, on peut acheter pour 100 000 € et encaisser 10 000 € par an. Donc, on fait du 100% de renta. Donc, c'est toujours moins que vos études, hein, parce que vos études, vous pouvez faire encore beaucoup plus de rendement avec vos études, avec votre carrière. Mais ça fait quand même des chiffres qui sont complètement fous, et notamment quand on revend. Bien sûr, le cash flow, on en parle souvent. Voilà, le cash flow, c'est quoi? C'est en fait l'argent qui nous reste une fois qu'on a tout payé, y compris le remboursement. On peut trouver des biens avec des cash flows, bien entendu, mais c'est pas ça qui va vous enrichir vraiment vers le million d'euros. Ce qui va vous enrichir, c'est les plus-values et le montant que vous allez rembourser. Et le plus on s'endette, on euh, le plus on s'endette, le plus on rembourse, hein, globalement. Et donc après, il faut aussi voir que si on s'endette sur 20 ans, alors dans 20 ans, le bien il sera payé, mais surtout dans 7 ans ou dans 10 ans, un tiers, voire la moitié du bien sera payé. Et 7 ans, franchement, ça passe malheureusement très vite. Mais en tout cas, on peut déjà prendre des dizaines de milliers d'euros comme ça. Donc le plus tôt on achète, le mieux c'est. Et on attaque avec la section 4, le pilier numéro 4. Et le point numéro 4.
C'est bien sûr l'investissement en bourse. Donc moi, et je le dis, souvent, hein, je recommande quand même de débuter, par l'immobilier et surtout, en France, on a un magnifique outil qui s'appelle le PEA. Enfin, vous en avez un parce que moi, je suis pas je suis pas résident français et donc je n'ai pas de PEA. Mais le PEA, c'est un magnifique outil pour, avoir une fiscalité qui est réduite, hein, notamment sur les dividendes. C'est très intéressant. Alors, ce qu'il y a avec le PEA, donc c'est, passer 5 ans qu'on n'a plus, d'impôt sur le revenu et qu'on a juste, ces chères, cotisations, les prélèvements sociaux qui sont à l'heure actuelle de 17,2 et après on verra bien, dans le futur. Mais, donc ouvrir un PEA, c'est vraiment une bonne idée même si on investit très peu. Comme ça, on fait courir au moins le délai, de 5 ans et en plus, il y a plein de, PEA, enfin il y a plein de courtiers qui, vous donnent, des bonus pour ouvrir votre PEA. Si vous voulez que je vous en donne, que je vous donne les courtiers que j'utilise, vous m'écrivez un email et vous pouvez récupérer jusqu'à plus que 200 euros grâce au lien que je pourrais vous envoyer, bien entendu. Donc, vous pouvez m'envoyer un email info@bybypatron.net ou vous m'écrivez directement sur Instagram. Donc pourquoi la bourse, c'est très intéressant. La bourse avec 400 euros par mois sur 30 ans. Alors oui, ok, c'est sur 30 ans, mais avec 400 euros par mois, si la bourse fait la même performance qu'elle a fait depuis 30 ans, on a 1 million d'euros avec 400 euros par mois. Et ça, c'est sûr que quand on regarde ça, on se dit, bon, 400 euros par mois, la plupart des gens, alors pas tous, mais la plupart peuvent mettre ça de côté. Mais à l'inverse, on connaît personne ou quasiment personne qui a 1 million d'euros de patrimoine. Donc on le voit, c'est quand même avec un montant qui reste payable pour tout le monde, un, euh, on peut avoir un patrimoine qui est délirant, quoi. Enfin, 1 million d'euros. Alors, il y en a qui vont vous dire 1 million d'euros, c'est rien. 1 million d'euros, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est, vous pouvez diviser par 20 ans, ça fait 4 000 euros par mois pendant 20 ans. Vous pouvez vivre pendant 20 ans à 4 000 euros par mois sans avoir aucun autre revenu. On peut se positionner sur des biens immobiliers qui sont complètement fous dans la plupart des villes de France. On peut avoir, moi je vous ai dit, là j'ai acheté un bien à 57 000 euros, il me rapporte 1 000 euros à peu près par mois en location courte durée. Donc avec 1 million d'euros, je pourrais en acheter 20, je pourrais avoir des revenus de l'ordre de 20 000 euros par mois sans me lever pour aller dans un bureau. Donc 1 million d'euros, c'est un patrimoine qui est énorme, qui met du temps à se constituer. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable avec 400 euros par mois si la bourse prend la même tendance qu'elle a pris depuis les 20, 30, 40, 50 dernières années. Après, on n'est jamais devin, hein. C'est pas parce que ça a fait ça dans le passé que ça le fera encore dans le futur, mais en tout cas, la bourse a fait que monter sur le moyen et long terme depuis plus que 100 ans. Et donc, le premier, si on veut investir en bourse, alors déjà, bien sûr, j'ai une formation sur le sujet, vous pouvez aller sur, mon site pour nous rejoindre. Mais, donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vous ouvrez un, compte chez un courtier, donc un courtier en ligne, c'est le mieux, si possible. Alors franchement, moi, je vous conseille, si vous êtes français, d'aller dans un courtier qui est étranger, enfin, en tout cas, de mixer. Voilà, moi j'ai 2 courtiers principaux, on va dire, un étranger et un français. Et en fait, j'avoue que de plus en plus, quand je vois un peu, la tendance qui est en train d'être prise en France, et ben, j'ai un peu peur, pour, l'argent qui est en France. Je me dis que tôt ou tard, avec, comme ça le budget qui dérape, le nouvel gouvernement, j'ai l'impression qu'il a pas prévu vraiment d'économie. Les impôts, elles font que monter et puis ils font que monter et puis un jour, je pense que, on va avoir des problèmes avec ces comptes épargne. En tout cas, c'est mon avis. Je dis pas que ça va se produire dans 100 des cas, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque? Donc, moi, mais j'utilise notamment un courtier étranger, bien sûr européen. Si vous êtes en Europe, c'est beaucoup plus sûr. Donc maintenant, il y a des courtiers, souvent, soit allemands, soit hollandais qui peuvent être pas mal. En tout cas, tout ça pour dire, choisir un bon courtier, une banque en ligne, en général, vaut mieux éviter sa banque physique, ou après les plateformes qui sont toutes nouvelles. Je suis pas trop pour même, Revolut. Je suis un gros utilisateur de Revolut pour mes voyages et cetera. Mais je trouve que enfin, j'ai jamais trop creusé, mais je sais qu'ils ont eu un moment, ils ont eu un disclaimer of opinion sur leur, compte audité. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir trop d'argent chez eux. Après, c'est juste aussi que j'ai pas fait mes recherches par rapport à Revolut en particulier. Mais en tout cas, un courtier solide, mais banque en ligne.
et si possible, au moins en partie, je vous recommande, d'avoir un courtier étranger, d'avoir au moins 2 courtiers aussi. Je trouve que c'est une bonne idée. Après c'est, ma règle, c'est comme ça que moi, je fais. Ne pas essayer de timer le marché, ça c'est la base de la base. Si vous avez raté, 5 journées boursières, je crois, au cours des 20 ou 30 dernières années, vous avez raté quasiment la moitié de la performance, des marchés. Donc, faut tout le temps être investi en bourse. Faut rentrer, bah, la plupart du temps, on rentre progressivement. Alors, c'est prouvé que si on rentre en une fois, ce qu'on appelle la lump sum, eh ben, on a statistiquement plus de chances de faire un gros retour. C'est normal parce qu'en fait, vu que la bourse fait que monter, le plus tôt et le plus fort on rentre, eh ben, le mieux c'est. Sauf que si on met tout ça, on épargne d'un coup et que on est à la veille d'une chute des marchés, eh ben, ça va être très compliqué. Donc la plupart des gens rentrent en DCA et moi aussi, hein, donc en dollar cost average. Donc on met la même somme tous les mois. C'est ce que je fais. Et après, bah, par exemple, si je vends un appartement où j'ai des grosses rentrées d'argent, là, je vais la répartir sur quelques mois. Je vais pas non plus voilà, sur l'idée, ça dépend des montants, mais au maximum qu'en 1 ou 2 ans, la somme soit complètement investie. Pour rappel, les marchés américains, ils ont fait entre 22 et 30%, le Nasdaq et S&P 500 l'an dernier. Donc, si vous aviez 10 000 € que vous vouliez investir et que vous l'aviez pas fait, vous avez perdu 3 000 €. Donc, ça sert à, voilà, faut quand même rentrer à un moment. En tout cas, c'est moi ce que je fais. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement que je vous donne. C'est ce que moi je fais et ce que moi je ferais. Ensuite, ben, vous pouvez investir en ETF. Hein, c'est le moyen le plus facile d'investir. Donc moi, j'ai une bonne partie de mes investissements en ETF et aussi j'ai une bonne partie en stock picking. Bah, je vous l'ai dit, je me suis formé notamment dans une université américaine sur les valorisations d'entreprises, etc. Donc j'aime bien, c'est aussi, voilà, ça me laisse un pied dedans et on peut faire des gros multiples, même si, voilà, si on n'a pas le temps, si on veut pas s'y intéresser, ce que je peux tout à fait comprendre, les ETF sont un bon moyen. Vous pouvez aller sur le site Just ETF, c'est un très bon site pour, je trouve, trouver des ETF, notamment si vous cherchez des ETF thématiques, par exemple sur l'intelligence artificielle, sur l'eau, sur l'écologie, ou alors si vous voulez investir sur les marchés, je sais pas, indiens, c'est des choses qui sont assez compliquées, ou les matières premières, c'est des choses qui sont assez compliquées à faire en stock picking ou même dans des obligations. Voilà, vous pouvez aller sur le site Just ETF. Moi, c'est là-dessus que je me renseigne la plupart du temps sur les ETF. Et ensuite, après, quand je veux vraiment investir, je vais aller sur le site du fournisseur d'ETF. Par exemple, Amundi, qui est très connu. Là, ben, pour une fois, en France, on a un bon prestataire. Et là, ben, je trouve qu'aller chez Amundi, c'est pas mal. C'est souvent, ils ont des frais assez faibles. Tout est expliqué en français. Bon, je parle quand même assez bien anglais, mais c'est toujours pour le repos du cerveau, c'est toujours mieux de lire en français. Et puis, bon, voilà, un petit peu de patriotisme économique, ça fait pas de mal de les soutenir. Ah, c'est pas non plus une start-up, hein, c'est une grosse boîte, mais voilà, vous pouvez donc approfondir ensuite comme ça. Donc, allez voir sur Just ETF. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire, sur la bourse? Ben, ce qui est intéressant également avec la bourse, c'est que au bout d'un moment, on peut mettre son portefeuille en garantie et alors soit déjà, même sans le mettre en garantie, moi je montre, bah, combien j'ai, en portefeuille boursier à mon banquier, quand je veux investir. Il voit que c'est la valeur de plusieurs appartements que je suis en train de financer. Donc forcément, c'est une garantie pour lui, et après ce qu'on peut faire, c'est on peut faire du, crédit lombard où en fait son portefeuille, on le met en garantie et on tire des fonds. Et même bah, sur un des brokers principaux que j'utilise, un des courtiers principaux que j'utilise, là on peut directement retirer l'argent. Il n'y a rien à demander à personne. Voilà, il vous donne en fait je crois qu'il appelle ça la marge libre. Par exemple, si vous avez 100 000 €, vous pouvez tirer, mais c'est assez important, 40 ou 50 000 € comme ça d'emprunt. Alors bien sûr, on paye des intérêts, ils sont de l'ordre de 5% aujourd'hui, mais peu importe votre situation, il y a pas de caution perso, et cetera. Après, le crédit lombard, ça marche bien quand les marchés ils sont stables ou qu'ils augmentent. Quand ils baissent, on peut avoir ce qu'on appelle des appels de marge, des margin calls. Ça peut un peu être anxiogène. Donc là, il faut avoir, je vous renvoie à la section numéro 1, avoir une épargne de précaution. Mais c'est sûr qu'on se dit, bon, ok, il va falloir 30 ans pour avoir 1 million d'euros de patrimoine boursier. Ouais, mais si vous avez déjà 200 000 300 000 plus peut-être 400 000 500 000 d'IMO, plus d'autres sources de revenus, eh ben, ça va plus vite. Ça peut arriver au bout de 10 ans ou 15 ans.
Et tout ça, surtout la bourse, alors l'immobilier, on sait, ça prend du temps, surtout, selon moi, en tout cas, ça prend beaucoup de temps d'acheter. Après, une fois qu'on l'a lancé, surtout si on fait pas de la courte durée, là, franchement, les appartements, ça prend très peu de temps. Il y a des appartements que je possède qui m'ont pris moins de 2 heures en 5 ans. Donc c'est vraiment, des il y a et après il y en a d'autres qui ont pris plus de temps, mais c'est surtout l'achat, hein, qui est long. La bourse, bah, là, vous avez rien à faire. Donc OK, ça peut être long, ça peut être 10, ça peut être 15 ans pour avoir des montants significatifs, mais pendant ce temps, bah, vous continuez à partir en vacances, vous continuez à profiter de votre famille, de vos enfants, de votre femme ou de votre conjoint. Voilà, la vie continue, vous en profitez à fond et puis, de temps en temps, vous allez au lit et puis le portefeuille, il a pris 1 000 €, 2 000 €. Alors il y a des jours, il a perdu aussi 1 000 ou 2 000 €, mais sur le long terme, quand on voit comme ça en vert des gros montants, bah, je vous dis que ça fait super plaisir et puis en plus, une fois que la machine est lancée, si admettons vous avez 20 000 à 30 000 € de plus-value latente, même si demain ça passe de 30 à 20 000, c'est pas si grave, c'est affiché en gros en vert sur votre broker, plus-value latente. Vous allez voir le banquier, vous pouvez lui dire: «Bah, regardez, moi je sais comment investir en bourse, j'ai 20 000, 30 000, 40 000 € de plus-value latente». Il va vous prendre, au sérieux et bah, voilà, ça vous permet aussi de bien dormir. En tout cas, moi, ça me permet de très bien dormir. On attaque avec, la section 5 qui sera, l'avant-dernière, la entre l'avant-dernière et l'antépénultième section selon, comment on compte. Donc la section 5, ça va être la crypto. Alors, bah, je vous ai fait un épisode avec Sam sur la crypto. Bien sûr, la crypto, en tout cas, moi, c'est ma recommandation, chacun fait comme il veut. La crypto, moi, ça représente à peu près 5 de mon patrimoine. C'est pas quelque chose, d'énorme parce que, ben, on ne peut pas déjà, on n'a pas le temps d'aller sur tout. La crypto, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, si on s'y met à fond et puis, bah, ça reste quand même, un peu le Far West, ça reste un peu, très spéculatif, ça peut monter, baisser, mais avec la formation, bah, que j'ai fait avec Sam, on a tout fait pour, limiter le plus ces risques, c'est pour ça que je l'ai appelé, ne pas, se faire plumer en crypto et générer des revenus passifs. C'est pas l'idée, j'ai pas appelé le programme faire fois 1000 avec la crypto parce que, ça, bah, c'est un mélange de, entre guillemets, «être là au bon moment, au bon endroit» et aussi de chance, hein, il faut le dire tout simplement et c'est pas parce que quelqu'un a fait fois 1000 un jour qu'il va refaire fois 1000 le lendemain. Mais la crypto et ben, c'est le moyen de faire, les plus gros multiples à l'heure actuelle, donc c'est pour ça 5 du patrimoine. Je trouve que, en tout cas dans mon patrimoine actuel, c'est vraiment, un bon arbitrage. Après chacun fait, comme il veut, mais voilà, on n'est jamais à l'abri. Moi là, j'ai mon portefeuille, il est à plus 100. Si j'avais mon portefeuille IMO qui était à plus 100 aujourd'hui, bah, croyez-moi que je serais très, très content. C'est pas le cas. Donc voilà, de temps en temps, il y a des grosses hausses, des grosses baisses, il y a des risques qui sont liés, en fait, à la jeunesse de la crypto. Mais c'est ça qui fait qu'on peut avoir aussi des multiples qui sont complètement fous. L'action Apple, elle va pas faire fois 100, demain du jour au lendemain, alors que des cryptos, elles peuvent faire fois 10, fois 100 ou même fois 2, fois 3, fois 4. Et c'est pour ça que c'est, très intéressant. En plus, il y a tout ce qui est un peu, heu pas survivalisme, mais voilà, être un peu en dehors du monde. Moi, j'aime bien, j'ai toujours eu un peu du problème avec l'autorité, donc j'aime bien, comme ça, être un peu, en dehors des banques, être, ma propre banque. Je trouve la philosophie très intéressante. Je trouve que même, pour le cerveau, hein, s'intéresser à la crypto, c'est quelque chose de très intéressant. On se réapproprie, comme un peu on était à l'école ou quoi, bah, on continue de faire marcher son cerveau après, 25, 30, 40, 50 ans. Donc je trouve que c'est intéressant. On peut avoir des comptes épargne crypto à plus que 10 de rendement. Donc tout ça aussi, hein, c'est vraiment des choses, qui sont assez, bah, justement, qui peuvent, augmenter et en fait donner un bon coup de boost à votre, patrimoine, là où la bourse et l'immobilier, ça va plutôt être un travail de fond. Là, la crypto, ben, on n'est pas à l'abri que ça pète à un moment et de prendre, bah, des très gros multiples. Moi, j'en ai pris, plusieurs. Maintenant, j'ai appris à prendre mes gains aussi. Comme il dit Sam, personne n'a jamais perdu de l'argent en vendant une plus-value, même si c'est un peu trop tôt. Voilà, ça c'est, je trouve, une classe d'actifs qui est intéressante, quand on veut aller vers le 1 000 000 €. Après, il y a d'autres, j'en ai pas parlé dans cette, vidéo.
dans ce podcast, pardon, mais il y a aussi tout ce qui est investissement en private equity, investissement dans les startups et tout ça. En fait, moi, je trouve que, en tout cas de mon expérience, parce que je suis aussi investi là-dedans, je trouve que c'est trop long et en fait, enfin moi, je l'ai fait à refaire, je le ferai pas. Parce que je trouve qu'il y a pas assez d'infos. Moi, bah, j'ai une grosse vocation dans la finance pour les sociétés cotées. Les sociétés cotées, tout est public, on a tout. Je trouve que dans les private equity et tout, il y a toujours un peu tout le monde qui se sert. Il y a par exemple, j'ai vu une bonne vidéo YouTube de qui veut être mon associé. Donc eux, en fait, c'est du private equity qu'ils font. Ils rentrent sur la société. Alors, private equity, pour ceux qui savent pas, les sociétés cotées, on dit qu'elles sont publiques et les sociétés non cotées, elles sont private. Donc voilà, elles doivent publier leurs chiffres, mais c'est beaucoup moins transparent et les obligations elles sont beaucoup plus basses que pour les sociétés cotées. Et notamment, il y a une chaîne que j'aime bien là sur YouTube et il analyse les investissements de qui veut être mon associé. Donc il y a Anthony Bourbon, il y a le fondateur de Ledger, Eric Larchevêque, je crois qu'il s'appelle, et plein d'autres personnes. Et en fait, on voit que tous les investissements qu'ils ont fait, quasiment, ils ont craché. Donc à la fois, ils sont rentrés pas à bon moment. Ceux qui sont rentrés via des sortes de crowdfunding là, de private equity, bah en fait, ça a eu des très mauvais résultats. En tout cas, dans les analyses que j'ai vues, moi, j'ai pas suivi, j'ai pas la télé, donc je regarde pas spécialement ça. Mais le private equity, ça va être un peu comme la crypto, mais à des échelles où il y a des tickets d'entrée qui vont être peut-être de 2000, 3000 euros quand vous montez comme ça dans ces clubs. Et en fait, ben, le risque que vous avez toujours, c'est que en fait, le but du club d'investissement, ça va être de lever des fonds et d'aller sur le plus de projets possible. Et ils risquent de surpayer en fait leur participation, la valo en fait dans laquelle vous rentrez, elle peut être trop élevée et ensuite, ça peut cracher. Vous pouvez aussi vous intéresser, si vous voulez, à ce qui s'appelle les SPAC. Ça a aussi été alors là, pour le coup, c'est société cotée. Mais par exemple, je sais que, alors ça n'enlève pas à son mérite, mais je sais que j'avais vu une vidéo où Yann Darwin, il proposait de rentrer sur un sorte de SPAC. Et bah, les SPAC, et je sais pas ce que ça a fait, celui de Yann Darwin, mais je sais pas, 9 SPAC sur 10, ils ont tout, quasiment tout perdu, l'argent des investisseurs. Donc tout ce qui est private equity, même si historiquement ça a des gros multiples, là on parle d'une stratégie pour aller aux millions d'euros, pas pour aller à 10 millions ou 100 millions. Et donc c'est une stratégie que moi, en tout cas sur laquelle moi je n'irai pas. J'ai été et franchement j'ai pas eu des rendements de fou. Pourtant j'ai mis bah après c'est pas des centaines mais plutôt des dizaines de milliers d'euros et voilà je suis pas très satisfait de ça et principalement parce que je trouve que c'est les infos, on a du mal à avoir les infos. Il y a les intermédiaires qui prennent trop, notamment ceux qui proposent les deals de private equity. Ils prennent des parts trop importantes dans les gains et bien sûr, s'il y a des pertes, eh ben, ils ne prennent pas leur part de perte. Donc, il y a trop d'intermédiaires, je trouve. Et dans la crypto, bah, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, déjà, on peut investir des montants qui sont beaucoup plus faibles et c'est beaucoup plus transparent, notamment grâce à la technologie de la blockchain. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la crypto, bah, vous savez quoi faire. Un gros billet.com/crypto. Et ensuite, eh ben, le sixième pilier, on attaque le sixième pilier. Le sixième pilier, c'est un pilier que je vous recommande et qui m'a apporté beaucoup de bonheur en dépendamment de l'argent. C'est en fait avoir un ou plusieurs side business. Donc, c'est tout simplement, en plus de votre activité principale, avoir un business à côté. Comme moi, en fait, c'est tout ce qui est autour du podcast, ben, des coachings des personnes que j'accompagne dans l'investissement immobilier ou ben, de toutes les personnes qui sont dans l'Académie des gros billets et dans les formations. C'est un side business parmi d'autres. Vous pouvez, alors vous n'êtes pas obligé de faire un podcast ou une chaîne YouTube, mais trouver une autre activité à part. Par exemple, moi, j'ai des livres que je vends sur Amazon. Ça, c'est aussi une activité. Vous pouvez être, ben, le coaching, ça peut être aussi une activité, ou être consultant, ou être freelance. Tout ça, ça va vous permettre de augmenter vos revenus de manière significative. Alors attention, ça va vous prendre du temps, hein, ça, je vous le cache pas. Mais en plus de tout ce qu'on a vu déjà, alors, je sais pas vraiment à quel moment ce serait le meilleur moment de le faire. Je l'ai mis là, parce que, bah, c'est quand même du temps qu'il faut se dégager. On en revient un peu à, en fait, quand vous avez négocié votre salaire, ou vos conditions de travail, bah, voilà, si, par exemple, si vous avez la chance d'habiter et la joie d'habiter en Île-de-France et
de mêler le RER et la grisaille. Si par exemple vous avez du télétravail et que normalement vous mettez 2 heures par jour à aller au boulot, à commute comme on dit, à aller au boulot et revenir, et ben peut-être ces 2 heures vous pouvez les passer à écrire un livre, à faire du coaching, à être consultant pour votre activité, mais pour d'autres sociétés, à donner des cours. Vous pouvez aussi donner des cours. Il y a beaucoup de métiers qui permettent de donner des cours à la fac, ou alors dans des instituts professionnels qui sont liés à votre métier. Tout ça, ça va vous apporter énormément. Alors le premier, c'est que ça va vous apporter des revenus supplémentaires. Le deuxième, c'est que ça va vous rendre plus résilient aussi, parce que si demain ça se passe mal avec votre employeur, admettons, eh ben vous pourriez très bien, si vous donnez déjà quelques heures de cours, vous aurez déjà un pied dedans pour devenir prof peut-être à plein temps. Je connais quelqu'un qui s'était fait licencier et qui a du coup donné des cours par la suite parce que bah, elle était déjà plus âgée et qu'en fait, bah, elle retrouvait plus vraiment de travail, même si elle avait un gros poste très bien payé dans une société. Malheureusement, elle trouvait plus de travail bah, payé comme ça. Elle a pu donner des cours pour compenser ça. Et ensuite, vous allez avoir la gratification. Moi, c'est ce que j'ai et que on n'a pas dans son activité en général professionnelle. C'est en fait les gens. Vous allez vraiment avoir le retour direct. Ça dépend. Je sais pas quel métier vous faites, mais par exemple moi les personnes qu'on coach, j'ai eu Théo sur le podcast. Théo, qui est passé de 1 à 7 biens, qui est tout content, qui a pris en compétence, en connaissance et qui encaisse maintenant des gros loyers. Toutes les personnes qu'on a coachées pour l'immobilier, bah, elles sont super contentes quand on les voit en vrai. Souvent, on fait des événements, et ben, ça se passe super bien. On les connaît, ça nous fait de nouvelles connaissances. On est vraiment content d'avoir partagé avec elles. Les personnes qui se sont lancées dans l'investissement boursier, ma formation, j'ai sorti il y a 1 an, le marché américain, il fait plus 20 ou plus 30%. Bah, j'ai plein d'avis, plein de gens qui me disent, bah, grâce à toi, je me suis lancé. Voilà, les gains, ils sont, alors après, c'est pas moi qui ai, qui, qui ai fait monter le marché américain, mais tout ça, c'est, à la fois, on a des, comme un peu sur Airbnb, on a des notes 5 étoiles. Moi, sur le podcast, bah, j'ai des notes, j'ai, tous les retours des personnes que j'ai pu aider, pour lesquels aussi, bah, sur mon livre, j'ai vendu des plus que 1000 livres. Bah, pareil, j'ai des super bonnes notes sur Amazon. Tout ça, c'est hyper gratifiant parce qu'on a trois aspects en même temps. On gagne plus d'argent, on rencontre des personnes et souvent, en fait, ben, notamment les personnes qu'on coach, elles sont sur, en fait, la même longueur d'onde que nous. Souvent, bah, voilà, elles sont un tout petit peu plus jeunes ou un peu moins avancées forcément dans le process, mais elles ont en fait la même vibe, les mêmes objectifs que nous, le même mode de vie. Et du coup, bah, en fait, ça nous fait des bah, il y en a, c'est carrément devenu, des amis, mais en tout cas, ça fait des personnes avec qui on échange, avec qui on connecte et peut-être que, votre famille ou vos amis d'enfance ou même votre conjoint, eh ben, il est pas dans cet état d'esprit. Donc là, vous allez, en plus de l'argent créé, vous allez avoir, des gens avec qui vous allez super bien vous entendre. Alors ça va peut-être pas être 100%, même si c'est 50%, c'est énorme. Et après, en plus, vous avez un retour direct. Alors, ça peut être, par exemple, nous, les gens, bah, ils achètent les appartements, ils prennent des photos chez le notaire. Ça peut être des avis, bah, comme je vous ai dit, sur Airbnb, sur Amazon, etc. Et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur parce que quand on est adulte, on n'est plus comme on est quand on est gosse, qu'on fait un dessin tout dégueulasse et que notre mère, elle nous dit, ah, mais c'est trop magnifique, ou ton bouquet de marron, là, c'est magnifique. Non, quand on a un métier, en gros, personne nous dit, c'est super bien ce que tu as fait. On estime souvent que bah, si vous êtes salarié, que la paye qu'on vous verse, c'est largement suffisant. Donc avoir ce side business, ça peut être vraiment super intéressant. Donc commencer petit, il faut tester. Ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps le plus souvent. Alors le plus simple, c'est bah, si vous faites du coaching ou du consulting, là, vous allez juste avoir à trouver des clients. Alors soit vous pouvez aller sur les plateformes du style Malt, Upwork, Fiverr. Ou alors, bah, sinon, vous pouvez peut-être via votre LinkedIn ou via les gens que vous connaissez déjà, eh ben, faire cette activité en plus. Voilà. Et après, ensuite, petit à petit, ça va grossir. Et même si vous faites que 300 ou 400 euros, comme je vous l'ai dit, 400 euros sur 30 ans, ça fait 1 million d'euros. Donc même si vous dégagez 400 euros par mois, alors ça va pas, vous n'allez pas dire bye bye patron avec ça. Mais imaginez, vous avez 400 euros par mois grâce à ça, plus moi comme mon appartement là que j'ai sur Airbnb qui dégage 1000 euros, alors qu'il me coûte en tout peut-être 200 ou 300 avec les charges, taxes foncières et tout, plus votre salaire, plus éventuellement des dividendes qui tombent,
plus encore un bien qui se rembourse tout seul, plus vous louez une partie de votre résidence principale et ça vous fait encore 300, 400, 500. Moi, ça montait à 1500 euros par mois alors que je louais pas tous les jours. Et ben, ça commence à faire quand même des chiffres qui s'additionnent. En sachant qu'en fait, le gros problème, pour laquelle les gens n'arrivent pas jusqu'au million d'euros, c'est en fait la fréquence des dépenses. Tous les mois, on a son remboursement d'emprunt qui part, c'est 1/12 de taxes foncières, son assurance de la voiture, tout ça, c'est des en fait, on a énormément, énormément de frais fixes, donc il faut multiplier les sources de revenus si on veut arriver à ce million d'euros. Sinon on n'y arrive jamais parce qu'en fait, les dépenses fixes, elles tombent quoi qu'il arrive le premier du mois ou quasiment et donc après avoir toutes ces sources de revenus maintenant, moi, je reçois des centaines de virements par mois. C'est un truc de fou et c'est comme ça seulement qu'on arrive à s'enrichir parce que même si on a un métier qui paye très bien, juste le métier et ben, on va avoir, en fait, un revenu, tous les gens qui nous entourent peut-être dans ce métier, ils vont, en fait, son niveau de vie, il va tôt ou tard votre niveau de vie va tôt ou tard se mettre au niveau des gens que vous fréquentez dans votre métier. Si, eux, ils partent, en vacances, à Courchevel ou en Australie et ben, ça va vous titiller, vous allez pas aller au camping, des Flots Bleus. Donc, voilà, avoir toutes ces sources de revenus, selon moi, c'est ça, la recette magique pour devenir, millionnaire. Et je vous l'ai pas dit, mais aussi, très important dans la si je dois faire un petit bilan, de mes points, donc si je reprends, on va les reprendre ensemble. Donc la première étape, c'était avoir des fondations, solides. Donc moi, clairement, j'ai commencé ma vie professionnelle, j'avais pas zéro, j'avais moins 4 000 parce que j'ai dû faire un emprunt pour acheter les meubles et payer, la caution de mon premier appartement. Par contre, j'avais, une belle Peugeot 306 qui avait 17 ans et à peu près 220 000 kilomètres que ma mère m'avait donné, dont j'étais très 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 fier. J'ai eu aucune, même j'ai roulé en Porsche, j'ai été beaucoup moins fier avec la Porsche qu'avec la Peugeot 306. Mais voilà, donc j'ai commencé de zéro, on va dire. Et bah, j'ai pu constituer assez rapidement ce fonds d'urgence. Comment je l'ai fait? Bah, je me suis barré de la France. Alors c'était pas, enfin si c'était pour avoir des revenus supplémentaires, donc j'étais mieux payé. Et j'ai beaucoup travaillé, fait beaucoup d'heures supplémentaires et tout. Donc je me souviens qu'au bout d'un an, je m'étais acheté une nouvelle voiture parce que j'avais un accident et j'avais épargné à peu près 20 000 euros et remboursé, enfin 16 000 je crois, et j'avais remboursé ces 4 000 euros d'emprunt. Je crois que je l'avais pris sur 2 ans l'emprunt. Non, un an, je crois que c'était 340 euros par mois. Donc voilà. Donc pour vous dire ça, c'est comme ça que bah, j'ai eu mes bonnes fondations anti-crise. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé. Bah, je vous ai dit, il y a 11 ans, j'avais changé d'employeur. Donc là, mes revenus ont été multipliés par 2. J'ai travaillé moins et puis ensuite, bon, mon statut il a évolué. Mais c'est comme ça que ensuite j'ai pu investir dans l'immobilier. Donc pour la section 3, l'immobilier, donc j'avais acheté ma résidence principale, c'était mon premier achat. Je l'ai revendu quasiment 10 ans après, je crois. Bah, j'ai pris un bon ticket quand je l'ai revendu. Mon premier investissement locatif, pareil, j'avais fait un bon achat. J'ai pris quasiment, alors bon, on était à deux dessus, mais à peu près 100 000 euros entre le remboursement et la plus-value. Donc ça m'a permis d'investir massivement après en France. En France, bah, j'ai acheté mon premier appartement, c'était l'appartement à 23 000 euros. D'abord, c'était de la location longue durée. Et puis ensuite, de la courte durée qui a les chiffres que je vous ai déjà donnés. Et puis là, j'ai acheté un bien, deux biens, trois biens. Et puis ensuite, avec Michel, on a acheté 5 biens par an pendant plusieurs années. Et bah, je vous avais fait un épisode de podcast sur comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Là, en 2024, j'ai encore acheté, enfin 2024 plus 10 jours de 2025, de nouveau 5 biens. Donc là, on parle effectivement de loyer, de loyer à 5 chiffres, plus des plus-values à 6 chiffres que j'ai pu prendre. Bon, bah voilà, c'est mélange de chance et d'avoir été là au bon moment. La bourse, depuis 2015, je crois que je suis dessus. 2015, ouais, ça va faire 10 ans. Depuis la bourse, si vous regardez un indice, même le CAC 40, je pense sur 10 ans, il a vachement augmenté. Donc j'ai maintenant la valeur de plusieurs appartements en bourse et les comptes qui sont bien ouverts. Donc ça m'a fait bien plaisir. Le side business, c'est tout ce qui est autour du podcast, de l'écriture de livres, du coaching pour les débutants ou même on a aidé des gens jusqu'à 30 lots, je crois.
Mais la plupart des personnes qu'on a eues, ils avaient entre 0 et 5 lots. Ben voilà, ça m'a beaucoup apporté humainement. Tous les gens que j'ai rencontrés grâce au podcast, tout ça, ça m'a vraiment, depuis 4 ans, énormément amélioré ma vie. Et ensuite, la crypto, là, je vous ai dit, j'ai mon portefeuille à plus 100%. J'avais commencé en 2017 dans la crypto. J'avais connu un premier bull run, donc je n'avais pas profité pleinement. Maintenant, j'ai su retirer des gains. Ça m'a payé pas mal de mes vacances hein, de 2024. J'étais 2 fois aux US, j'étais en Thaïlande. Tout ça payé par la crypto. Et ensuite, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc, vous voyez, là, je suis transparent avec vous, hein. Vous voyez un peu comment j'en suis arrivé là. Et après, je vous ai mis section 7, gérer son temps et son efficacité. Donc, pour conclure cet épisode, vous avez que 24 heures dans une journée. Alors, vous pouvez, déjà, je vais faire un petit peu, soit en fait, va falloir vous former quand même. Donc, soit vous pouvez lire, vous pouvez avoir des podcasts, vous pouvez prendre des formations en ligne. Souvent, les formations, elles font gagner du temps et au moins, elles ont une vision claire parce que ce que vous savez peut-être pas, si on a une formation de 4-5 heures, on a passé peut-être 20 ou 30 heures parce que c'est nous qui avons mis en ordre en fait les idées. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre les formations ou un coach, mais ça peut vous faire gagner du temps. Mais dans tous les cas, ce que je vous ai recommandé, c'est à chaque fois des étapes. Ne faites pas tout en même temps. Donc je pense épargne de précaution, premier point. Deuxième point, éventuellement trouver un métier mieux payé ou avec des meilleures conditions. Troisième point, investir dans l'immobilier massivement. Ensuite, la bourse, crypto. Bon, bah voilà, vu que c'est une faible partie de mon patrimoine, ça vous pouvez le faire à la limite en parallèle. Et lancer un side business, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est ce qui, voilà, m'a rapporté le plus, pas du tout en termes d'argent, mais en termes d'accomplissement sur la pyramide de Maslow, on va dire, entre les super rencontres que j'ai pu faire et puis, bah, vraiment les personnes que j'ai pu y aider directement. Bien sûr, servez-vous au maximum de l'intelligence artificielle. On est en 2025. Faut pas courir avec des pierres dans le sac à dos, hein. On est en 2025. Vous avez accès à l'IA. Servez-vous-en au maximum. Faites des planifications. Voilà, j'ai fait plein de contenus sur le sujet, mais moi j'ai une ardoise. Ensuite, j'ai mon calendrier dans l'iPhone et tout ça, ça sert à fond, automatisez ce que vous pouvez. Et après, faites très attention au burn-out. Alors le burn-out, j'ai frôlé, je pense que j'en ai déjà fait, voire j'ai frôlé, etc. Donc faut vraiment essayer de temps en temps de déconnecter, passer du temps avec les gens que vous aimez. Moi, c'est comme ça en tout cas que ça m'apaise. Je peux parler par exemple avec mes coachés, c'est pas du tout quelque chose qui va me mener au burn-out. En revanche, poster un podcast, mettre toutes les métadatas, faire la miniature, envoyer des emails, tout ça, ça peut me cramer. Donc voilà, je vous ai fait les points clés. Donc maintenant, bah vous, si vous voulez devenir millionnaire, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faut passer à l'action. Faites une petite action parce que forcément, là, vous allez écouter le podcast, ça se trouve, bah, vous allez dire, ah ouais, c'est super intéressant, mais et puis après, en fait, dans 2 jours, vous aurez toujours rien fait. Donc là, faites une petite action. Si vous cherchez un courtier, par exemple, vous n'avez pas encore ouvert de compte de bourse, écrivez-moi, je pourrais vous aider là-dessus. Sinon, bah, appelez des annonces pour aller visiter des biens immobiliers, postuler à des jobs. Faut vraiment faire un truc, mais faut le faire maintenant. Faut pas le faire demain ou après-demain. Faut vraiment le faire maintenant. Et si vous voulez cette magnifique liberté financière, parce qu'avec 1 million d'euros, on a la liberté financière, hein, eh ben, n'hésitez pas à commenter sur votre stratégie si vous êtes sur YouTube, ou alors vous pouvez m'écrire et on peut voir ensemble comment faire, ou alors bien sûr, vous pouvez aller sur grosbillets.com et vous avez plein de programmes qui vous mèneront, je l'espère, aux millions d'euros. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et prenez soin de vos gros billets. Bye bye.